Bonjour à tous et bienvenue pour le chapitre 44 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc c'est parti. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé, plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé à la mort. Pendant que je roulais sur les flancs du cratère. Où sommes-nous demanda mon oncle qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. En Islande, dis-je. Neige, répondit Hans. Comment non s'écria le professeur. Hans se trompe, dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées, et contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi nus du cratère et l'astre radieux, auquel nous n'avions rien demandé depuis 2 mois, se montrant à nos égards prodigue de lumière et de chaleur, nous versait à flots une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande, mais l'île de Jean Mayen, répondis-je. Pas davantage, mon garçon, ceci n'est point un volcan du nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant, regarde Axel, regarde. Au-dessus de notre tête, à 500 pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ces énormes vents au-dessous et par une pente assez roide. Les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de 700 ou 800 pieds, ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur totale de 300 toises. Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts, parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers, des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots azurés. Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon. Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé, au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. Où sommes-nous répétai-je à mi-voix. Hans se fermait les yeux avec indifférence et mon oncle regardait sans comprendre. Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. Décidément, le professeur n'était pas un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues,
Je serais resté à cette place pendant de longues heures encore, mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très roides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. Mais la boussole, répondait mon oncle. Oui, la boussole, disais-je d'un air embarrassé. À l'en croire, nous en avons toujours marché au nord. Elle a donc menti? Oh, menti. À moins que ce soit le pôle Nord. Le pôle, non, mais il y a là un fait inexplicable, je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochons de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes, qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre 2 touffes d'oliviers. « Ah !» m'écriai-je, un habitant de cette heureuse contrée. C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes, nous avions fort mauvaise mine et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer les habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena. Malgré ses cris et ses coups de pied, mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, dit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne. » Et il refit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. Est-il donc muet s'écria le professeur qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même question en français. Même silence de l'enfant. Alors essayons de l'italien, reprit mon oncle, et il dit en cette langue « Dove noi siamo ?» Oui, où sommes-nous répétai-je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. Ah ça, parleras-tu s'écria mon oncle que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles comme sinoma questa isola. Stromboli, répondit le petit pâtre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions guère à lui, le Stromboli, quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu. Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire dans l'ancienne Strongyle, où Hérole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes, et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre, et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli, Stromboli, répétai-je, mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles, nous avions l'air de chanter un chœur. Ah, quel voyage, quel merveilleux voyage, entré par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de 1200 lieues du Sneffels, de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie, et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis du sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés. C'était moins glorieux mais plus dur.
Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer: Mais la boussole, qui marquait le nord, comment expliquer ce fait? Ma foi, dis-je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au Joanneum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle Dominus, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. Une heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclama le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté avec de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion, bien naturel, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire. Et voilà qui clôt le chapitre 44 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. A bientôt pour de nouvelles aventures.